accueille aujourd'hui donc l'actuel secrétaire général de l'UMP et le candidat à la présidence de ce même parti, pardon, excusez-moi, veuillez accueillir, merci, Jean-François Copé. Donc bonjour à tous, Monsieur Copé, bonjour. Je suis donc celui que vous ne connaissez pas et que vous finirez par haïr à la fin de la conférence, puisque c'est moi qui m'occupe du billet d'humeur. Donc Monsieur Copé, je ne boude pas mon plaisir de vous voir aujourd'hui à l'école de management de Strasbourg. Je ne vous cache pas qu'on est pas mal soulagé de savoir que vous venez, parce qu'on avait quand même peur d'avoir un premier invité pas terrible. Là on est un peu, ça va mieux. Quand on a eu confirmation de votre venue, on a voulu vous faire un petit cadeau. Alors on s'est dit qu'on allait peut-être inviter Nicolas Sarkozy aussi, mais les tarifs de ces conférences sont devenus tellement élevés que ça aurait fait fermer l'association et déposer le bilan à l'école. Donc pour le moment, vous aurez simplement nos beaux yeux comme cadeau. Quoi qu'il en soit, Monsieur Copé, sachez que j'ai passé énormément de temps à fouiller Internet pour trouver le plus d'informations possibles sur vous. Une petite digression simplement pour féliciter votre équipe web, parce que quand même, maintenant, quand on tape votre nom sur Google, on n'arrive plus sur votre page Wikipédia, on arrive directement sur « Avec Jean-François Copé pour l'UMP », donc c'est pas mal. Cela ne m'a pas empêché, évidemment, de trouver une bonne dizaine de fiches, de me renseigner sur les préfaces de vos livres. D'ailleurs, je vous le dis, les livres de Monsieur Copé sont en vente sur Amazon, et vous avez la possibilité d'avoir un emballage cadeau offert. Donc, n'hésitez pas, c'est bientôt Noël, ça peut faire plaisir. Je me suis abonné également à vous sur Facebook, et je suis devenu l'un de vos plus fervents followers sur Twitter. Je vous ai même tweeté hier, bon, vous n'avez pas répondu. J'imagine que vous aviez 2-3 petites choses à faire. Mais malheureusement, partout où j'ai cherché, aucune trace du fait que vous ayez fait une école de commerce. Bon, vous êtes quand même passé par Sciences Po, c'est pas mal. Puis, sans doute par goût d'inachevé, vous avez continué à l'ENA. Vous avez côtoyé dans votre promo Nicolas Dupont-Aignan. Grosse promo. On vous félicite donc, Monsieur Copé, d'avoir décidé d'enfin venir à l'école de management Strasbourg pour agrémenter votre CV. Après, on s'en doute, 48 années à essayer de trouver une école de commerce qui vous convienne. Néanmoins, Monsieur Copé. Monsieur Copé. Jean-François. Vous la ferez à d'autres, mais pas à nous. On s'y connaît dans tous ces trucs-là. Les masques étaient tombés avant même que vous franchissiez le parvis du 61 avenue de la Forêt-Noire. On sait bien pourquoi vous êtes ici. On a tous bien compris que si vous êtes là, c'est parce que vous étiez en campagne pour reprendre le BDE. Bon, et comme vous êtes un nouvel élève ici, je vous informe quand même BDE, bureau des élèves. Mais plus sérieusement, Monsieur Copé, ces dernières semaines, vous êtes devenu le protagoniste d'une lutte acharnée pour l'UMP. Vos ambitions personnelles au sujet du parti ne sont plus approuvées. Donc, secrétaire général, ça sonne plutôt bien sur une carte de visite. Mais président, devenir le chef, le patron, le boss, que dis-je? Le big boss. Ça claque carrément plus. Et puis bon, ça éviterait de changer votre visage sur toutes les affiches de l'UMP. Parce que si on suit bien, soit on garde vos affiches et votre musique d'attente Indiana Jones devenue si célèbre ces derniers jours, je suppose que vous y attendiez, c'est une grosse ficelle, soit on change et on met la tête de François Fillon. Il est vrai qu'au début on s'attendait à des débats de folie entre tous les plus grands ténors de l'UMP. On s'attendait à des échanges de coups, à des larmes, à du sang, à de la sueur. Bref, à une lutte sans merci. Du coup, vous n'affronterez plus qu'un seul homme, dans une lutte fratricide, sans pitié. Tout ça sous l'œil attentif de Nicolas Sarkozy, où chacun de vous deux se revendique être le plus proche. Au commencement de la course, ils étaient 7. Maintenant, ils ne sont plus que 2. Mais un seul sera le gagnant de l'aventure UMP. Nous avons donc d'un côté Fillon François, dit El Muy Grande collaborateur. Il pèse 45 000 signatures, Premier ministre pendant 5 ans, tout frais élu député de Paris,
Passionné d'automobile et de plâtre en tout genre, il est soutenu par Christian Estrosi et quelques autres. De l'autre côté, vous, Monsieur Copé Jean-François, dit El Secretario General. Vous pesez, vous, 32 000 signatures. Vous aussi, une catégorie poids lourd. Député de la 6e, de la 5e, puis de la 6e circonscription de Seine-et-Marne. Porte-parole des gouvernements Raffarin. 1, 2, 3. Et Villepin, 1. Secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. Ministre délégué à l'Intérieur. Bon, 6 mois, mais ça compte quand même. Ministre délégué au budget, maire de Meaux. Et depuis 2007, vous n'avez plus eu de fonction ministérielle afin de vous consacrer aux parlementaires. Et je pense que vous le sentez venir, la grosse ficelle là aussi, pour paraphraser l'un des titres de vos livres, parce qu'un député, ça compte énormément. Oui, c'est un de ces livres. Mais vous êtes également soutenu par des poids lourds de la majorité. Et vous êtes surtout le jeune possesseur d'un soutien qui saura faire toute la différence. Car pour ceux dans l'auditoire qui l'ignoraient encore, oui, je parle de vous. Oui, la demoiselle, oui. De vous aussi, la demoiselle là, et sans doute du monsieur qui est sur son téléphone et qui ne m'écoute pas. Vous êtes soutenu par Nadine Morano. Et ça c'est un gage de qualité. Alors, c'est donc un match épique qui s'annonce devant nos yeux. Deux visions d'un parti et deux visions d'une France vont s'affronter. Alors, Monsieur Copé, je terminerai simplement en vous souhaitant bon courage pour l'élection et surtout bonne chance pour l'interview. Parce que je peux vous dire que Pujadas et Ferrari, à côté de nos intervieweurs, c'est une promenade de santé. Et je conclurai simplement, comme vous êtes un nouvel arrivant à l'école, un welcome pack, si cher à nos yeux, si souvent distribué, contenant un bracelet de Strasbourg. Une paire de lunettes à Strasbourg. Attendez, le plus beau reste à venir. Ça va crescendo. Un Strasbourg. Parce que si jamais vous voulez sortir ce soir, il faut quand même que vous ayez les bons plans de la ville sur vous. Je voulais pas dédicacer. Et ça, c'est mon petit préféré. Et si vous voulez, je peux vous les remettre dans le sachet, parce que c'est pas facile à transporter comme ça. À moins que vous souhaitiez les mettre. Merci beaucoup. Je cède donc la parole à nos intervieweurs de génie. Merci. Donc, comme vous avez pu le constater, un certain nombre de sujets ont certes, avec humour, été abordés dans le biais de Grégoire. Nous allons en reprendre un certain nombre, mais pour nous focaliser uniquement pour ceux qu'on a jugés les plus pertinents, à la fois pour nous, mais aussi pour notre auditoire, puisque évidemment il s'agit du même public. Donc nous passerons rapidement en revue sur la défaite de la droite à la présidentielle en mai dernier, la défaite de l'UMP plus particulièrement. Dans un second temps, on se concentrera sur ce qui a beaucoup agité la scène politique française ces derniers mois et je dirais même ces dernières heures, en parlant de la course à la présidence de l'UMP. Puis, peut-être le plus intéressant aussi pour nous tous, nous recueillerons, si vous le voulez bien, votre opinion sur le pouvoir en place et sur l'opposition, puisque vous en êtes un des ténors et même le représentant aujourd'hui. Mais tout de suite, je cède la parole à Cyril pour la première question. Monsieur Copé, bonjour. Alors, on a vu que Nicolas Sarkozy avait quitté le devant de la scène politique. Aujourd'hui, l'UMP semble un petit peu dévasté. Est-ce que l'héritage de Nicolas Sarkozy n'est pas trop lourd à supporter?
D'abord, je voudrais vous dire que je suis très heureux d'être avec vous. Je ne suis pas venu du tout par hasard. Je connais votre école et j'essaie à chaque fois que je peux, dans mes déplacements, de me rendre, comme j'y suis évidemment invité, à des conférences organisées par les étudiants parce que, et en particulier dans les secteurs qui sont les vôtres, l'école des formations de management, mais je le fais aussi avec des écoles d'ingénieurs, ou de sciences humaines, quelles qu'elles soient, parce que je pense que c'est très très important que vous puissiez d'une manière ou d'une autre prendre part au débat politique, même si ce n'est pas le choix que vous allez faire pour votre métier. Je suis très attentif, moi, à ce que l'engagement citoyen soit un engagement total, et que dans la mesure du possible, ce ne soit pas toujours un engagement exclusivement à gauche. Je trouve que de temps en temps, c'est pas mal d'entendre des gens de droite pour, je sais pas, s'aérer un petit peu, quoi. Voilà, ça permet de voir autre chose. Après, chacun pense ce qu'il veut, mais je pense que c'est pas inutile que vous entendiez d'autres voix. Parce que quand on est étudiant, on est quand même assez souvent tenté d'aller plutôt du côté gauche, parce que, voilà, le côté droit, c'est pas très à la mode, malheureusement. Et donc, c'est pour ça que je viens montrer que ça peut être aussi intéressant d'avoir cette partie-là. J'en profite pour saluer une nouvelle fois ceux qui sont dans l'amphi d'à côté, que j'ai salué tout à l'heure, et que je ne vois que par écran interposé. Alors, votre question, c'est sur l'héritage de Nicolas Sarkozy. Pour bien en parler, il faut quand même que je vous dise que la situation est plus profonde que ça. C'est d'abord la situation d'une famille politique qui a été battue. Voilà. Et vous ne pouvez pas imaginer comme c'est lourd quand une famille politique essuie une défaite. Voilà. Je vous le dis parce que vous avez forcément tous dans vos vies déjà connu les joies des succès et puis le coup qu'on prend sur la tête quand on a échoué à quelque chose. Or, je ne peux pas imaginer que vous n'ayez pas déjà, à un moment ou un autre, échoué à quelque chose. Ça ne peut pas exister. Et dans ces moments-là, on a l'impression qu'on a pris, je sais pas, une chaîne de montagne quoi, sur la tête, qu'on ne se relèvera pas, qu'on n'y arrivera pas, etc. Et donc, il faut quand même repartir au combat. Et c'est d'autant plus difficile pour des gens qui sont à droite et au centre-droit que nous, on a une culture de gouvernement. On est assez peu à l'aise dans l'opposition. On ne sait pas si on doit s'opposer, si on doit construire, proposer, etc. Moi, je déteste le sectarisme, par exemple. C'est quelque chose qui m'énerve au plus haut point, cette idée que parce qu'on n'est pas du bon bord, on a tout le temps tort, ça m'énerve. Je pense qu'il y a des gens fantastiques partout, que ce qui compte, c'est que ceux qui ont des bonnes idées puissent les dire. Et c'est vrai que c'est plus facile quand on est dans la majorité, parce qu'on propose des idées, et puis on dit, ben voilà, ceux qui veulent nous aider, venez, quoi. Quand on est dans l'opposition, surtout quand on est en face d'un gouvernement qui est quand même, lui, pour le coup, quand même assez sectaire, on nous fait vite comprendre que nous, on n'aura droit à rien du tout, même pas donner notre avis. Et puis si on le dit un peu trop fort, on se fait tellement insulter qu'il faut quand même relever la tête. Et aujourd'hui, quand on fait le calcul, dès lors que Hollande a absolument tous les pouvoirs, il ne reste plus qu'un seul endroit pour résister, c'est l'UMP. C'est un truc comme ça, on ne s'en était pas rendu compte au début, puis d'un coup on voit bien, c'est-à-dire qu'ils ont les pouvoirs du gouvernement, bien sûr, l'Assemblée, ils ont le Sénat, ils ont objectivement plutôt du côté de la presse, comment dire, un sourire un peu indulgent quand même, un regard un peu indulgent. C'est quand je vois, moi, qu'est-ce qu'on aurait pris nous si on avait fait le quart des bêtises qu'ils font depuis 4 mois, mais on n'aurait même pas pu finir nos phrases. Donc, tout ça dans une ambiance de certaine impunité intellectuelle. Voilà. Donc il y a un seul endroit où on peut dire autre chose, exprimer un autre message, c'est l'UMP. Et il se trouve que ce parti est en train de connaître lui-même un très grand bouleversement, puisque pour la première fois de son histoire, il va élire au suffrage universel son chef. Puisque ça n'est jamais arrivé dans l'UMP, que les militants votent au suffrage universel direct. Et donc moi, la thèse que je défends, c'est que ce parti, pour avoir du sens, il faut qu'il élise un président qui conduise vraiment l'opposition, qu'il soit vraiment un leader de l'opposition, sinon c'est pas la peine. Si c'est juste pour faire des phrases empoulées, de la langue de bois tous les matins, avec des trucs que les gens ne comprennent pas, ça sert à rien. Il faut vraiment dire, voilà, là-dessus je suis contre, voilà pourquoi je suis contre, là je suis pour, voilà pourquoi je suis pour, voilà ce que je propose, voilà ce qu'on va faire. Et dans ce contexte-là, l'élection elle est très importante parce qu'il ne s'agit pas du tout d'élire le candidat à la présidence de la République, ni encore moins celui qui sera notre candidat, parce que ça se fera dans des primaires, parce que maintenant les primaires c'est la mode, donc on fera des primaires en 2016. Il s'agit en revanche d'élire celui qui pendant 3 ans va conduire l'opposition et emmener la reconquête des villes, parce que c'est comme ça que ça va se passer. Les socialistes ont la majorité des villes, la totalité des régions et plus de la moitié des départements. Donc en fait le premier rendez-vous en 2014 c'est d'emmener les Français pour dire aux socialistes, non, on est totalement en désaccord avec ce que vous faites et on va le montrer dans les urnes en élisant des gens de l'UMP
dans toutes les villes pour qu'ils puissent apporter une autre politique que cette politique-là. Et c'est ça le défi, c'est la vague bleue de 2014. Et donc la première feuille de route de celui qui va être élu, c'est celle-là. Alors l'héritage de Nicolas, il est très compliqué à matérialiser, parce que c'est à la fois un traumatisme d'avoir perdu celui qu'on a soutenu, et qui du jour au lendemain disparaît de la scène publique, puisqu'il était omniprésent et que du jour au lendemain il n'est plus du tout présent, et de savoir comment est-ce qu'on peut demain construire notre propre chemin. Et là, il y a plusieurs voies qui s'opposent. Voilà. Moi, j'ai fait un choix qui était de m'inscrire sur le chemin qu'il avait tracé. Bon, même si j'ai des différences avec lui, d'abord je suis son cadet, on a 10 ans d'écart, j'ai pas la même expérience, j'ai pas la même histoire, il a été président de la République, c'est pas mon cas, mais en même temps, il y a un style, il y a une approche des problèmes, il y a un courage particulier par rapport aux difficultés dans lequel je me reconnais profondément. Pour ceux qui ont fait un peu d'histoire des idées politiques, vous avez peut-être lu cette distinction conceptuelle qu'avait fait René Raymond entre les trois droites. C'était la droite légitimiste, la droite bonapartiste et la droite orléaniste. Voilà. Et moi, j'ai toujours été plutôt dans une logique de droite bonapartiste, voilà, par rapport à d'autres qui peuvent se sentir plus à l'aise dans une droite orléaniste. Voilà. Ils sont plus au centre. Là où moi, je pense qu'au contraire, il faut que les choses soient carrées, claires. Ça ne veut pas dire qu'on est dans la nuance. Bien sûr qu'on est dans la nuance, mais voilà. On va du point A au point B, c'est faire comme si certaines évolutions dans tous les sens. Donc voilà, pour résumer, le défi qui est le nôtre, c'est comment est-ce qu'on peut construire un chemin de reconstruction de la droite française et du centre droit, avec en tête le style qui est le sien, la démarche qui est la sienne, mais les problèmes nouveaux arrivent, et donc forcément il y a un moment où on ne peut pas seulement se référer à ce qu'il aurait fait, mais à ce que nous proposons de faire. Et c'est là que les différences se font entre les différents candidats. Et là-dessus, comment vous différenciez de François Fillon, qui lui aussi se revendique de l'héritage de Nicolas Sarkozy? Bon, disons qu'en tout cas, on n'a pas le même regard sur lui. Voilà. Il a été son Premier ministre, avec une relation que vous connaissez bien entre les deux hommes. Moi, c'est très différent. J'ai jamais été le ministre de Nicolas Sarkozy. Voilà. Si je peux me permettre de vous interrompre, justement, à ce titre-là, qu'avez-vous personnellement hérité des 5 dernières années qui ont été les vôtres, aux côtés de Nicolas Sarkozy, tout en sachant que vous n'étiez pas ce Premier ministre? Enfin, c'est pas tant. Le terme d'héritage me gêne un peu, parce que c'est pas tellement un héritage. C'est plutôt qu'est-ce qu'on a fait ensemble. Voilà. Qu'est-ce qui m'a intéressé dans les 5 années qui viennent de s'écouler? Parce qu'on était tous à faire bloc, qu'on soit ministre ou qu'on soit, comme je l'étais, président de la majorité à l'Assemblée. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un certain nombre de réformes, on n'a pas tout réussi, mais on a fait un certain nombre de réformes de structure. Et moi, je crois beaucoup à ça. Je pense que, en réalité, être au gouvernement de la France pour le plaisir de l'être, ça n'a aucun sens. On n'est pas là à avancer à l'ancienneté, on y va pour marquer. Oui, mais vous en avez tiré des enseignements. Voilà, alors qu'est-ce que j'en ai tiré? J'en ai tiré comme enseignement qu'il n'y a jamais de grand, rien de grand, s'il n'y a pas des réformes à la clé. Voilà. Il faut prendre des grandes décisions. Et parmi ces grandes décisions, je pense que le jour où on a décidé qu'on allait faire la réforme des retraites, qui a permis de sauver un régime général qui était menacé de faillite, on a eu 2 millions de personnes dans la rue, des manifs dans tous les sens, des blocages, on a tenu bon. Et il fallait le faire. Passer de 60 à 62 ans, ce qui veut dire un régime à taux plein à 67 ans, comme tous les autres pays européens, il fallait l'assumer. On a changé la Constitution pour donner plus de pouvoir au Parlement. On a baissé les dépenses publiques et notamment fait cette chose si difficile de ne pas remplacer un fonctionnaire sur 2 qui partait à la retraite, comme les autres pays. On a fait de la compétitivité. On a fait un grand emprunt qui a conduit à des grands investissements structurants pour le pays. On a essayé de tenir les dépenses publiques et de ne pas augmenter les impôts. On a essayé de jouer l'attractivité du territoire en termes d'investissement. On a mis le paquet sur les questions de sécurité. On a fait une loi d'interdiction de la burqa, je suis l'auteur, qui est un message qui a été extrêmement important, à mes yeux en tout cas, dans la lutte que nous devons mener contre les intégristes fondamentalistes. On a comme ça marqué les esprits avec un certain nombre de choses. Voilà. Donc c'est ça qui est dans l'héritage. À vous écouter, en fait, l'UMP est très unifiée. Elle parle d'une seule voix. Pourtant, quand on regarde maintenant ce qui se passe depuis la campagne présidentielle, si je vous cite l'exemple des emplois d'avenir, du droit de vote des étrangers, du mariage homosexuel, de l'alliance avec le Front National, et j'en passe. Nombre de sujets ont pendant la campagne présidentielle divisé, et à vrai dire, divise toujours la droite. Donc la multiplication des courants de pensée, dont vous êtes d'ailleurs l'instigateur, en est un symptôme. Vous vous dites inquiet pour la France, souvent les interviews que vous donnez, l'êtes-vous aussi pour l'UMP? Non.
Non, parce que si je peux me permettre, l'UMP est mieux tenu. Le vrai problème dans ce pays, comme dans toutes les organisations, et ce que je vous dis là, est quelque chose qui, je crois, mériterait sans doute que vous en reparliez ensemble. Le vrai critère, la vraie lecture de la capacité des uns ou des autres à assumer des responsabilités. C'est une seule chose, l'aptitude à prendre des décisions. Voilà. C'est ce que les Anglais appellent être un decision maker. C'est très important. La manière dont on prend une décision, la manière dont on associe notamment les différents acteurs à la prise de cette décision, à sa conception et à sa mise en œuvre, est absolument déterminante. Ce qui fait la force d'un Sarkozy, c'est cette capacité qu'il a sur tous les grands sujets à avoir une ligne stratégique et ensuite à emmener les acteurs à la mise en œuvre de cette décision. Là aussi, si je peux me permettre, il a su rassembler sur les sujets. Or, maintenant, on voit que la droite se divise. Non, mais je vais venir à ce point. Mais ce que je veux bien qu'on comprenne, c'est que, au-delà de tout, un grand manager dans une entreprise, y compris le patron d'une division importante, d'une filiale importante, il a deux manières de prendre une décision. Il y a la manière régalienne, il se met avec deux collaborateurs dans un bureau, il décide, il envoie une note circulaire, on mail à tous ses bureaux, et au revoir, merci, vous appliquez, point barre. Vous êtes sûr que cette décision sera mal mise en œuvre, parce que les gens, forcément, ne la comprendront pas bien. Vous avez l'autre formule, qui consiste à dire, j'ai une décision à prendre, je ne la prends que parce que c'est sur la base d'un problème. Ce problème est identifié, diagnostiqué, il doit l'être par l'ensemble des collaborateurs de la filiale ou de l'entreprise. Comme de la même manière, sur un pays, elle doit être partagée, le diagnostic doit être partagé par tous les Français. Et ensuite, on chemine ensemble pour trouver le processus de résolution. C'est ce qu'on appelle le management bottom-up par rapport au top-down. Eh bien, en politique, c'est exactement la même chose. Celui qui, de tout en haut, décide tout seul, sans prévenir, sans partager, sans faire le temps du diagnostic pour y aller ensemble, il est assuré que le blocage arrive. Et c'est pour ça que c'est très important de faire des périodes de diagnostic. Il se trouve que ce que je reproche moi à Hollande, c'est qu'il fait semblant d'aller sur le diagnostic et de nommer des commissions dans tous les sens, parce qu'il pense que ça va lui permettre de gagner du temps. Alors que le diagnostic, il est fait depuis très longtemps. Sur la sécurité, sur les retraites, sur les finances publiques, sur la compétitivité, on sait tous ce qu'il y a à faire. Les Français aussi. Donc, il n'y a pas cela. Alors, maintenant, l'UMP, vous me dites on est divisé. Non, pas divisé. On a des points de vue qui ne sont pas toujours les mêmes sur différents sujets. Ça n'a aucune importance. C'est très bien. Moi, je déteste l'idée que l'UMP, grand parti de droite et de centre-droit en 2012, soit totalement monothéiste sur la totalité des sujets. On n'est plus dans les années 50. Vous aviez Général de Gaulle qui disait voilà c'est comme ça et c'est pas autrement, et j'ai pas une tête de dictateur donc c'est comme ça. Bon ok, sauf qu'en 2012, dès qu'il y en a un qui dit un truc, vous en avez trois qui font deux associations pour dire le contraire. Bon, donc le but du jeu, c'est d'essayer de construire quelque chose dans lequel chacun a sa liberté de parole. J'ai fait les mouvements pour ça. Alors ça s'appelle des courants, des sensibilités, peu importe, on appelle ça des mouvements. Vous pouvez pas imaginer le nombre de barons de ce parti qui sont donc mes aînés, avec leur expérience, leur sagesse, etc., qui m'ont dit mais comment, mais c'est intolérable, qu'est-ce que c'est que cette histoire de faire des mouvements, et on va faire une balkanisation de l'UMP. Ben non, je suis désolé, l'UMP c'est pas le RPR, l'UMP c'est la grande famille de droite et de centre-droit, avec dedans des anciens RPR, des anciens UDF, des anciens DL, des libéraux, des centristes, des trucs, la droite populaire, etc. Et tout ça, ça fait un seul ensemble. Mais si c'est chacun de ces gens-là, je leur dis non, t'as pas le droit de penser, toi, que t'es pour le mariage homosexuel. Toi, t'as pas le droit de penser telle chose sur le droit de vote des étrangers. Mais il n'y a plus de parti. Les mecs, ils vont se barrer. C'est ça, au revoir. Alors, l'idée, c'est que chacun explique sa différence sur chacun des sujets. Ensuite, on prend une position en commun. Et là, tout le monde franchit ensemble le pont d'arcole. Voilà. Oui, donc Ça, on l'a bien compris, finalement, la gauche, elle est réunifiée, selon vous. Elle est mal ordonnée ou mal organisée aujourd'hui, tandis que la droite, c'est la disparité, et elle a l'air plutôt bien ordonnée selon vous. Ben, sauf que ça n'empêche pas les petites phrases, les querelles d'ego, enfin tout ce qui fait le charme de la nature humaine. Et les périodes d'élection interne dans un congrès pour la présidence de l'UMP, c'est un moment extraordinaire d'études anthropologiques sur les comportements des gens. C'est même à certains égards touchant. Moi j'ai des cas extraordinaires. Moi j'ai une personnalité de l'UMP qui est venu me voir, qui m'a dit, tu sais, je voulais te dire, je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi, ça m'a énormément touché, moi je suis un peu minoritaire, puis tu as toujours été là, m'a dit cette personne vraiment, tu t'as même fait taire les autres pour que je parle,
Ça m'a vraiment énormément touché. Alors moi, assis en extase, me disant j'attends la conclusion avec bonheur, et qui m'a dit donc justement cela, je vais dire, je vais pas pouvoir te soutenir. Bon, non, parce que tu vois, je prends un tel, parce que... Bah oui, bah, bien sûr, tu m'en veux? Non, pas de problème. Voilà. Donc c'est la vie, c'est la vie. On fait derrière tout ça, des tas d'interrogations existentielles. Je pense qu'il ne faut pas s'en forcer. Ce qui en revanche est très très important, c'est de ne pas caler sur la ligne politique. Car en réalité, il ne faut jamais oublier qu'on n'est pas du tout propriétaire d'une famille politique, l'UMP ou autre. On est dépositaire, là pour le coup, vous parliez d'héritage, un héritage historique. La droite et le centre-droit n'a pas commencé avec l'UMP. Elle a commencé avec ce qu'ont été les grands hommes d'État de droite et de centre-droit, depuis 1945. Général de Gaulle, Robert Schuman, Pompidou, etc. Donc c'est eux aussi auxquels on pense quand on doit construire l'avenir. Donc on a bien compris que l'héritage remontait bien plus loin pour vous. Oui. L'opposition en elle-même, même si vous dites qu'elle répond à des codes de managériat évolués, ne donne pas toujours le sentiment d'avoir développé une réelle force de proposition. Donc à ce titre, François Hollande, à la tête du pouvoir, s'est fixé 3 priorités que sont l'éducation, la justice et l'emploi. Vous, président de la République, quels seraient les vôtres? Ça commence très mal. Donc, non, disons que le problème des priorités, c'est très typique des politiques, et moi ça m'énerve d'ailleurs au plus haut point. C'est-à-dire qu'en gros, ça consiste à dire, voilà, comme j'ai dit que ma priorité c'était l'emploi, le problème de l'emploi était résolu. Comme j'ai dit que ma priorité c'est l'éducation, le problème de l'éducation est résolu. Ça ne marche pas comme ça. Et c'est toute l'entourloupe de Hollande. Je suis désolé. La vraie question, c'est pas mon problème, ma priorité c'est l'éducation, c'est qu'est-ce que tu fais pour moderniser notre système éducatif. Par exemple, est-ce que tu mets en priorité la question de l'illettrisme à l'entrée en 6e, avec par exemple une évaluation des gosses avant de les faire rentrer dans le collège, qui est l'univers impitoyable par excellence dans certains quartiers, je suis maire de Meaux, je peux en témoigner, qui fait que si des enfants passent du CM2 au 6e sans maîtriser correctement les savoirs fondamentaux, vous les envoyez au Piranhas, avec un risque d'échec scolaire, avec tout ce que ça veut dire. Donc il ne faut pas faire partir un enfant au collège s'il ne sait pas lire, écrire et compter correctement. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau ? Hollande... Bien sûr, c'est terriblement grave. Les enfants, ils ne savent pas lire en 6e depuis 4 mois. Non. Ah non, mais bien sûr, c'est un problème qui est beaucoup plus ancien. Ce que je veux veux dire, c'est l'avoir fait du coup avant. Ben si, on a commencé de le lancer justement, mais ça n'est plus une priorité aujourd'hui. Alors, de mon point de vue, c'était priorité. Attends, je prends un deuxième exemple. Le collège. Je suis pour que les chefs d'établissement soient des vrais chefs d'établissement. C'est-à-dire des gens qui puissent, par exemple, choisir leurs équipes pédagogiques sur la base d'un projet. Quand vous êtes en ZEP, vous êtes patron d'un collège en ZEP, la population que vous avez commande d'avoir des équipes pédagogiques super formées, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut faire dans un autre collège, dans un autre quartier. Bon, alors moi je me suis dit, on a maintenant un ministre de l'Éducation qui a une priorité, il va évidemment nous faire la réforme du siècle sur le collège, sur l'entrée en 6e, sur l'apprentissage, etc. Première décision de Payon, j'ai une grande réforme à vous annoncer, alors on est tous à le temps, on va rajouter 4 jours de plus de vacances à la Toussaint. Bon. Et après, après on fait des commissions, et on en reparle en 2014. Voilà. Donc moi, quand Hollande dit ma priorité c'est l'éducation, c'est à pleurer. Alors il dit oui, mais je vais arranger ça, je fais 60 000 postes de plus. Mais où? Pourquoi? Avec quel argent? Depuis quand est-ce que c'est en augmentant les postes qu'on règle les problèmes? C'est ça que je veux dire. Il y a une imposture derrière tout ça. Alors vous dites après, qu'est-ce que l'UMP propose? Là, je viens de vous donner 2-3 exemples, on pourrait parler plus longuement. Moi, c'est des questions qui me passionnent. En plus, j'ai un think tank qui s'appelle Génération France, on a beaucoup travaillé là-dessus. Mais de manière générale, qu'est-ce que je propose? Moi, je propose la ligne d'une droite qui soit décomplexée. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une droite républicaine, c'est-à-dire une droite qui ne fait pas d'alliance naturellement avec le Front National, mais qui en revanche ne s'interdit pas de parler des problèmes qui angoissent les gens au quotidien. Parce que sinon, on passe à côté de la vie. Et les Français qui, eux, vivent leurs angoisses et leurs exaspérations, eh ben, ils iront ailleurs, chez les extrêmes. Deuxièmement, une droite moderne, ouverte sur l'Europe, ouverte sur l'entreprise, ouverte sur la compétitivité, très exactement l'opposé de ce que Hollande est en train de faire en ce moment. Une droite qui fait attention aux finances publiques, fait attention aux conditions de travail, aux droits du travail, etc. Et puis enfin, une droite qui combat le politiquement correct. Je pense que ce qu'il y a de pire dans ce pays, c'est le politiquement correct. C'est la gauche bien pensante qui vient vous dire ce que vous devez penser. Cette idée stupide selon laquelle le droit de vote doit être donné pour les étrangers parce qu'ils sont là et qui payent des impôts comme tout le monde, est une idée mais absurde,
qui n'est pratiqué nulle part, qui n'a pas de sens. Revenons aux fondamentaux de ce que c'est qu'une nation. Une nation, c'est une citoyenneté, avec des droits et des devoirs pour celui qui est citoyen français. Et que quand vous êtes étranger non communautaire, bien entendu, vous avez d'autres droits, mais pas celui du vote. Si vous voulez voter, vous demandez d'être naturalisé français. Et à ce moment-là, vous avez les mêmes droits que les autres Français. Sinon, on rentre dans un système dans lequel toutes les dérives communautaristes sont possibles. Alors, dans un pays fragile comme le nôtre, il faut faire attention à ce qu'on raconte. Et donc, moi, je pense que la défense d'une droite décomplexée, ça permet de dire ce qu'on pense. Et je défends cette idée que les Français n'écouteront plus les politiques si on ne dit pas ce qu'on a sur le cœur, au motif que si on dit un truc qui dérape un peu aux yeux du politiquement correct, on va se prendre une campagne de presse pendant des jours et des jours, avec des titres de journaux agressifs, alors qu'on a juste dit ce qu'on pensait. Voilà. D'accord. Donc finalement, si François Hollande est parti sur l'éducation, la justice, l'emploi, ici on entend plus parler d'éducation aussi. Vous êtes également très pointu sur le domaine de la sécurité et de l'immigration, donc on peut en conclure que vous êtes déjà prêt pour 2017. Et je ne parle pas évidemment des législatives. Oui, j'ai compris. C'était bien essayé, mais en fait, depuis tout à l'heure, je vois bien que c'est un peu votre but de guerre. Tout à l'heure. Mais vous avez en face de vous un adversaire coriace. Qui vous voyez en plus arriver gros comme une maison depuis tout à l'heure. Je ne suis pas prêt. Je pense que c'est un parcours initiatique, la politique. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de dire que j'avais décidé de consacrer ma vie au service de mon pays, que je ne saurais trop vous recommander de faire pareil, parce que je pense qu'il n'y a pas plus beau et plus grand que de consacrer sa vie à son pays. Ça n'empêche en rien d'avoir son métier, par ailleurs, mais pouvoir, à un moment ou à un autre de son parcours, consacrer un peu de son temps aux autres, puisque c'est de ça dont il s'agit, ça c'est extraordinaire. Pouvoir être conseiller municipal ou adjoint ou maire dans sa commune, aider les autres, s'occuper des autres, prendre à bras-le-corps les vrais problèmes qui ne sont pas vos problèmes à vous, mais le problème des autres, donner un peu de sa générosité, de soi-même, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc je vous le dis parce que pensez à ça, un moment ou un autre dans votre vie, vous aurez réussi, vous serez des gens installés, etc. Et bien dites-vous peut-être que ça peut être un moment où vous pouvez consacrer un peu de votre temps justement à la chose publique. Voilà. Et donc pour répondre maintenant très clairement à votre question, c'est un parcours initiatique. Voilà. C'est un parcours initiatique, il faut s'y préparer. Chaque jour suffit donc à sa peine. Bon, alors j'ai pas été très subtil sur 2017. On va souhaiter que maintenant les membres du public fassent preuve de plus de subtilité en ce qui concerne les questions qui vont vous être destinées directement. Je vous trouve très autoflagellant. C'était bien ce que vous avez fait. Donc on va jouer au jeu des questions-réponses. Donc questions courtes, réponses courtes pour qu'il y ait plus de... Enfin, questions qui sont moi je fais ce que je veux. Essayez. C'est un message pour dire que j'étais un peu lent. Non, pas du tout. Vous expliquez bien. Très bien. Tant pis. Bonjour Monsieur Copé, merci d'être venu. Alors vous avez évoqué des réformes de fond à mettre en place, mais ça va à l'encontre du quinquennat. 5 ans, c'est trop tôt pour mettre en place des réformes économiques, à mon sens. Alors, que pensez-vous du quinquennat? Est-ce que vous pensez que c'est trop court, trop long? C'est-à-dire, c'est toujours pareil, quand on est au pouvoir, on trouve que c'est trop court. Quand on est dans l'opposition, c'est vraiment une éternité, quoi. Moi, je me dis, c'est horrible, là, parce que là, ça fait que 4 mois, j'ai l'impression que ça fait 40 ans qu'ils sont là. Bon, le vrai problème, c'est que la démocratie est obligée quand même d'avoir des rendez-vous avec les électeurs, parce qu'il y a une logique de contrat avec les électeurs. Il y a d'ailleurs un très beau livre qui a été écrit par Mendès France, que je vous recommande, qui s'appelle La République moderne, qui a été écrit à la fin des années 50, où Mendès France théorise sur l'idée du contrat de gouvernement, du contrat de majorité avec les Français. On dit voilà, on est élu sur 5 ans avec un projet sur 5 ans, qui était l'inverse du septennat. À l'époque, il y avait le septennat. Le septennat, c'était un faux quinquennat, parce que vous aviez 7 ans de président, mais 5 ans de parlement. Et donc, au bout de 5 ans, les Français, ils en avaient ras-le-bol, ils votaient à l'inverse, ça fait 2 ans de cohabitation et ça bloquait tout le pays. Et donc, moi, je pense que quand même, 7 ans, c'était long. 5 ans, bon, c'est difficile de faire plus. Tous les autres pays sont à 5 ans. Parfois moins. Regardez, les États-Unis, c'est à 4 ans, c'est vraiment court. En plus, ils ont des midterms qui n'arrangent pas les choses.
Les Allemands, les Britanniques sont à 5 ans, mais ils disent seuls avant, donc c'est souvent des initiatives anticipées. Bon, c'est un compromis. Je pense simplement que 5 ans, ça ne donne pas le temps de retarder les choses. C'est-à-dire qu'il faut démarrer tout de suite. Voilà. Là, par exemple, vous avez l'antithèse de ce qu'il faut faire. François Hollande nous a fait 4 mois avec quand même un temps assez long de vacances. Je ne veux pas polémiquer, mais c'est vrai que c'était très long, quoi. C'était vraiment François Hollande à la plage, et François Hollande en bateau, et François Hollande aux Jeux Olympiques, et pendant ce temps-là, non, honnêtement, c'est pas... Franchement, c'est pas comme ça. Je dis ça gentiment. Mais nous, honnêtement, la première session... Non mais je suis désolé, je dis ça, c'est vrai. Écoutez, il n'y a aucun poste, dans aucune entreprise, ni dans aucune administration, où quand vous êtes nommé, vous commencez par partir un mois en vacances. Ça n'existe nulle part. Il y a franchement, je voudrais juste donner un exemple. La session extraordinaire de l'été, ils viennent d'arriver, on se dit il faut qu'ils lancent tout de suite des réformes. Pas du tout. Ils nous ont fait un seul truc, la suppression, la taxation des heures supplémentaires et la suppression de la fiscalité anti-délocalisation que j'avais fait introduire dans notre droit fiscal, qui consiste à baisser les charges patronales pour renforcer la compétitivité en baissant le coût du travail et en transférant la TVA, ce que les Allemands ont fait il y a quelques années et qui a été un vrai booster pour la croissance en Allemagne. Bon. Donc ils ont supprimé ces deux trucs-là, après ils sont partis en vacances. Nous, le premier mois de l'arrivée de Sarkozy en 2007, en un mois et demi, on fait le texte de loi, le fameux texte TEPA, qui prévoit la défiscalisation des heures supplémentaires, le bouclier fiscal, la suppression des droits de succession et la détaxation des frais financiers sur emprunt pour logement. D'autre part, on fait la loi sur le service minimum dans les services publics, une réforme des universités et une loi sur les peines planchers, en un mois et demi, juste pour dire. Bon. Donc là, on a 4 mois perdus, auxquels s'ajoute l'annonce la semaine dernière, hélas par Hollande, d'un agenda, il appelle ça un agenda du redressement, alors on se dit génial, il va y avoir des réformes, dans lequel il dit non, pas du tout, je repousse tout à dans 2 ans. Et je ne fais que 20 milliards, c'est qu'une chose, c'est que j'augmente de 20 milliards les impôts, 10 milliards pour les entreprises, 10 milliards pour les ménages. Là, on a, pour le coup, fichu par terre 6 premiers mois. Parce que dans les 6 premiers mois d'un quinquennat, vous installez une marque de fabrique. Je ne dis pas qu'on a fait tout bien, hein. Il y a eu des erreurs, des maladresses, on a eu un mal fou à gérer cette question du Fouquet's qui a été polluante alors qu'il n'y avait vraiment pas de quoi, mais ça a pris des proportions folles et ça a dénaturé et déséquilibré l'image du début du quinquennat. Mais il y avait des réformes de structure. Là, il les a toutes repoussées. Et donc, pour le coup, ça va dans votre sens. Un quinquennat qui démarre comme ça, c'est une perte terrible de temps, parce que dans le même temps, les Allemands réforment, les Italiens réforment, les Autrichiens réforment, etc. Donc pour moi, la vraie question, c'est l'optimisation de la gestion du quinquennat. Merci, on va passer à une autre question. Moi, le Sarkozy que j'admirais, c'était le Sarkozy qui fédérait tous les Français, surtout la population de droite. Maintenant, à vous entendre, vous êtes très brillant quand vous parlez. Maintenant, le problème que j'ai moi, et c'est un problème que vous êtes en train de nous dire depuis tout à l'heure, c'est des gens de la droite qui vont vers l'extrême droite. Maintenant, comment voulez-vous que des Français qui, quand ils ouvrent leur poste de télé, voient les deux patrons de l'UMP en train de se battre pour être les chefs, des patrons de l'UMP qui, au lieu de donner des propositions, sont en train de critiquer, d'être dans le sarcasme tout le temps en parlant de la gauche, je suis pas de gauche, mais à vous entendre, vous êtes dans le sarcasme et l'ironie non constructive à mon sens. Donc, n'est-il pas plus raisonnable de revenir aux fondamentaux et de convenir avec votre collègue qui est votre collègue avant tout, M. Fillon, et puis être un peu plus constructif sur la politique, parce que la droite, comme je l'ai connue, la droite gaulliste, est une droite qui propose et qui ne critique pas. Et enfin, j'espère qu'il y aura plus de dialogue au sein de l'UMP par rapport à ces questions. Merci beaucoup. Alors, plusieurs réactions à votre question, qui est vachement importante. D'abord, premièrement, il faut que vous acceptiez d'être juste, si je puis dire, dans votre jugement. Moi, je reçois volontiers les critiques, vous savez, toute la journée en débat, c'est normal. Mais je vous demande juste d'être juste. Vous ne pouvez pas dire que nous ne faisions que critiquer, ce n'est pas exact. C'est vrai qu'on critique, et c'est normal. Une opposition doit absolument décortiquer les propositions de la majorité lorsqu'elle les combat,
parce que sinon, personne ne le fera à sa place. Et ça, c'est la démocratie. On pourrait aller dans votre sens si l'opposition n'était pas constructive. Or, moi, par exemple, j'ai dit que je voterais la règle d'or budgétaire. Alors que les socialistes, je vous le rappelle, ont fait campagne pour dire « nous combattrons le traité et donc la règle d'or ». Il y a 1 an exactement, ils ont refusé de la voter. Et à cause de ça, on n'a pas pu l'adopter. Donc, on ne peut pas faire ce reproche si on est juste, parce que je l'ai toujours dit. Deuxième élément, je critique certes, mais depuis le début de mon intervention, je propose aussi. Je vous ai parlé de réforme de l'école, je vous ai parlé de compétitivité, j'ai parlé brièvement, mais on peut développer, de sécurité, j'ai parlé d'un projet constitutionnel. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles je suis en proposition. Et si nous rentrons un peu dans le détail, je suis à votre disposition pour le faire. Troisième point, vous dites que je suis sarcastique. J'ai fait une vanne, je reconnais, je la retire. Mais honnêtement, on n'est pas obligé de tout voir avec gravité, tristesse. Je fais partie des gens qui pensent que des sujets importants, et même des sujets graves, peuvent parfois être traités avec un trait d'humour. C'est pas grave, ça ne nuit pas. Plus en France, on aime bien aussi sourire. Voilà. Après, on peut pas trouver ça drôle, ça je peux comprendre très bien, mais moi-même je trouve ça assez drôle, donc voilà. Mais je reconnais volontiers que ça peut énerver, hein. J'ai tas de gens qui me disent arrête, t'énerves les gens avec tes vannes, arrête. Bon, après je me dis j'arrête, je fais plus. Et puis je craque une fois de temps en temps. Bon. Voilà. Alors, c'est vous qui avez raison, il ne faut pas que je le fasse. Mais bon, ça va, en même temps, il n'y a pas de télé, on est là, on se dit les choses. Voilà. Même quand il y a la télé, parfois, je n'ai pas raison. Alors après, l'histoire des querelles avec François Fillon, là aussi, il faut se dire les choses. C'est une élection. Donc pendant le temps de l'élection, il y a une confrontation, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous diriez si on vous disait, allez, on vous annonce, on s'est vu à 3, on a décidé que ce serait un tel. Ah bah non, on voulait pas lui, oui, mais c'est celui sur lequel on s'est mis d'accord, parce qu'il est le plus tiède. Non, on est dans un grand parti, il y a 280 000 militants, les temps ont changé, les gens ils veulent voter. Les adhérents de l'UMP, ils viennent à toutes les réunions. Moi j'ai fait le choix de faire une réunion dans tous les départements, donc je tourne tous les jours. Bien sûr, j'étais dans les Deux-Sèvres, j'étais en Bretagne, dans la Loire, là aujourd'hui chez vous à Strasbourg. Enfin, les gens viennent en masse. Ils viennent écouter, se faire un jugement, discuter. Vous voyez ce que je veux dire? Et tant mieux, c'est la démocratie. C'est pas dramatique que les gens votent pour ça. Maintenant, ils votent, il y a des candidats. Les candidats forcément, il y a des moments meilleurs que d'autres. Cette histoire des parrainages était absurde, mais il fallait en passer par là. C'était une mauvaise journée, il fallait dire moi j'en ai tant, et moi j'en ai tant. Ah non, c'est pas vrai, je vais faire un huissier. Bon, ok, c'était une mauvaise journée, il fallait le faire. C'était statutaire, on l'a fait. Voilà, on aurait passé à autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière ça, il y a des tempéraments aussi. Il y a des choix de campagne. Moi, j'ai fait le choix d'être dans un département différent tous les jours. Je vais voir les militants, discuter avec eux, parler, etc. François a fait un autre choix. Les gens le décideront. Il est sur une approche très différente de la mienne. Sa personnalité et la mienne sont très différentes. C'est pas dramatique, les gens choisiront. Et puis le jour où on a choisi, ben voilà, on a un chef et puis on se met au travail pour l'étape suivante. Mais il faut que ce soit fait démocratiquement. Excusez-moi, regardez ce que ça donne quand ils font ça à 3 dans le bureau de Hollande. Ça sort désir. J'ai rien contre rien, mais bon, j'ai rien contre rien. Voilà. Vous savez, non mais je me mets à la place d'un militant de gauche qui avait François Hollande, Martine Aubry. On lui dit, bah voilà, maintenant on est au pouvoir, on a donné des leçons de démocratie à la droite pendant des années, mais maintenant c'est fini, on est au pouvoir. Bon, alors vous avez trouvé qui? Arlette Désir. Ah oui, l'homme d'État. Bon, voilà. Non mais c'est tout. Je dis juste, nous on n'a pas fait ce choix. On a pensé que dans des moments de reconstruction, il y avait aussi un rendez-vous de tempérament, que quelque part, celui qui devait être élu, du coup, on retirerait une légitimité. Alors cela dit, il ne faut pas qu'il fasse n'importe quoi de son élection. Si j'ai la chance d'être élu par les militants au mois de novembre, je vais vous dire tout de suite les choses. Hein. Je ne vais pas faire de clan, moi. Hein. Je ne vais pas dire, ah bah toi tu m'as pas soutenu, puis au revoir, je ne veux plus te voir. C'est pas mon genre. Hein. J'ai le vote tout le monde. Hein. Donc on va retravailler ensemble, on va essayer de digérer les petites phrases, et puis on va se remettre ensemble. Parce que c'est comme ça que ça marche une vie et une famille. Vous me dites le gaullisme, mais dites, moi qui suis gaulliste, qui ai été élevé dans le gaullisme par mes parents, parce que moi j'ai une histoire familiale qui est très, très, très importante, très forte, qui a fait que j'ai été élevé dans l'amour de la France, et donc du général de Gaulle. Et dites le général de Gaulle, c'est juin 40, c'est mai 58. Grâce à la vie, grâce à ce qu'ont fait nos aînés, etc., nous ne sommes pas ni dans mai 58, ni dans juin 40, surtout pas dans juin 40 d'ailleurs. Bon, donc,
Il faut des circonstances exceptionnellissimes pour des hommes exceptionnellissimes. Voilà. Je dis juste une chose, c'est que les circonstances d'aujourd'hui ne sont pas exceptionnelles, elles sont graves, très graves. Et qu'il faut donc à la tête de l'État quelqu'un qui soit vraiment un homme de décision. On avait ça avec Nicolas. Voilà, on peut ne pas l'aimer. Je sais si on a entendu sur lui, dans cette campagne présidentielle, des injures abominables. Je n'ai jamais vu de ma vie quelqu'un aussi injurié que lui. Jamais. J'ai fait des campagnes, je ne suis pas très vieux, mais j'en ai fait des campagnes présidentielles. J'ai jamais vu autant de haine. Jamais. Tout ce qu'il disait, c'était immédiatement déformé, détourné. Bon. Eh bien, la vérité, c'est que rétrospectivement, on se rend compte de la différence quand on voit son successeur. Voilà, c'est tout. Je n'ai pas à blaguer, là, je le dis juste très gentiment. C'est effrayant. Tout le monde est affolé d'ailleurs. Même dans le propre camp, un tel niveau d'improvisation, des quoi tous les jours, tel niveau d'immaturité, c'est préoccupant. Voilà. Alors un dernier point pour être très complet sur la fin d'extrême droite, que les choses soient très claires. L'honneur de notre famille politique, l'honneur de l'UMP, c'est de refuser les alliances avec l'extrême droite. Et vous n'avez pas un seul des dirigeants qui rentre dans cette logique infernale de l'alliance avec l'extrême droite. C'est notre honneur. Parce que ça veut dire que nous sommes prêts, hélas, mais c'est notre honneur, encore une fois je le répète, de ne pas gagner les élections plutôt que de gagner avec les extrémistes. Je me permets de vous faire observer que les socialistes n'ont pas les mêmes scrupules. Hein, leur alliance avec M. Mélenchon est indigne. Et qui leur en fait procès en dehors de gens comme lui? Il m'est arrivé de me faire pratiquement insulter par des journalistes dans des émissions de radio, parce que j'avais le malheur de dire que l'alliance avec l'extrême gauche était aussi scélérate que l'extrême droite. Me faire insulter. Alors que moi, faut aller sur les sites du Front de gauche, ne serait-ce que pour voir la composition des groupuscules du Front de gauche. Des mouvements trotskistes, maoïstes, qui appellent à la révolution armée, à la haine. Certains sont délibérément antisionistes, voire antisémites. Il faut voir ce qu'on voit dans la composition du Front de gauche. Voilà avec qui M. Hollande s'est allié pour gagner le pouvoir. Je ne vous parle même pas des Verts, qui pour beaucoup d'entre eux ont une ascendance trotskiste archi connue. Et anti-croissance, et le débat sur le nucléaire est absolument indigne. Indigne. Alors voilà que le prix du pétrole flambe et que pour des raisons strictement idéologiques, on va fermer des centrales nucléaires qui dépendent qui nous garantissent notre indépendance énergétique. Tout ça pour plaire à 15 députés verts que personne connaît, d'ailleurs personne ne connaîtra jamais. C'est inouï. Inouï. Donc voilà. Alors, nous, par rapport à ça, notre ligne elle est très claire. Moi, la ligne que je défends, elle est très claire. Jamais d'alliance avec le Front National. Je n'accepterai que l'on ironise, que l'on stigmatise des gens qui vivent les problèmes que vivent un certain nombre de nos compatriotes au 14e étage d'une tour à Meaux, que je n'ai pas encore pu démolir en restructurant le quartier, des violences incroyables, des injustices évidentes, et dans tous les sens, qui concernent tout le monde. Vraiment, hein, de toutes origines. Donc, c'est vrai que par rapport à ça, quand on est un élu, quand on aspire à des responsabilités importantes pour son pays, on ne peut pas rester silencieux. Et moi je sais que ce n'est pas le Front National qui apportera des solutions. Et de toute façon, jamais je ne ferai d'alliance avec eux. Jamais. Parce que je vois qui ils sont. C'est notre histoire. Bon, mais en revanche, je ne laisserai pas impunément les socialistes s'allier avec eux. Merci, on a compris votre point de vue sur cette question. On va en prendre une dernière, s'il vous plaît. Ce que je vous propose, c'est d'en prendre 2 ou 3 et d'y répondre globalement. Bonjour Monsieur Copé. Moi j'ai toujours l'habitude de prendre la parole en conférence parce que je ne pose pas vraiment de questions mais j'ai toujours quelque chose à remettre aux invités de Polémix. Aujourd'hui ce que je vais vous remettre c'est pas très plaisant, en fait c'est une facture. Facture de la Société d'atteinte aux hommes politiques pour le compte d'autres hommes politiques. Société dont je suis le dirigeant autoproclamé. Voilà, en fait pour ceux qui ne connaissent pas la société, je vais donner quelques exemples. Par exemple, l'année dernière, quand M. Sarkozy est sorti pour un meeting, il s'est fait un peu bousculer. C'était moi. Le lapsus de Rachida Dati, fellation à la place d'inflation, c'était aussi moi. Donc voilà, M. Copé, ne faites pas l'homme surpris, vous savez très bien pourquoi je suis là et pourquoi je m'en vais vous remettre cette facture. Il y a quelques semaines, M. Fillon a eu un accident de scooter. C'était moi. Pour votre compte. Donc vous avez dit tout à l'heure que vous étiez quelqu'un de coriace, c'est vrai parce que je vous ai envoyé cette facture par recommandé plusieurs fois, vous m'avez jamais répondu. Donc désolé, je me permets de le faire en pleine amphi, de vous remettre cette facture. Monsieur Copé, je vous avoue que je me suis un peu raté. C'est la première fois que ça m'arrive dans l'exercice de mon métier depuis 4 ans. En effet,
vous m'avez demandé une prestation pour 2 jambes cassées. Je n'ai réussi qu'à avoir le pied. C'est pas très gentil. Je suis vraiment désolé. D'habitude, je ne rate jamais ma cible. D'habitude, je tire vraiment toujours au bon endroit. Cette fois-ci, tant pis, je vous ai quand même fait une remise commerciale pour prestations défectueuses. Je vous ai fait une remise de 50%. Une jambe qui est toujours en bon état. Donc je vous remets cette facture. Tout en bas, vous verrez, je vous ai aussi facturé les cadeaux que Grégoire vous a donnés. On est quand même dans une école de commerce. Donc voilà, vous repartez avec une facture, mais quand même, vous pourrez repartir avec un cadeau. Si vous réglez sous une semaine, je pourrais vous offrir le plâtre de Monsieur Filon, qui m'a été retourné. J'espère que vous êtes content de votre facture quand même. Bah écoutez, oui. En tout cas, vous avez bossé, hein, ça c'est voilà. sûr que... On va passer à d'autres questions. Un peu à gauche. Joli. Juste, j'entends beaucoup de critiques sur la gauche, et j'aurais juste une question un peu plus pour l'UMP. Comment expliquer votre défaite à l'élection présidentielle? Écoutez, je vais vous dire, la défaite à l'élection présidentielle, elle est liée à un contexte qui s'appelle une crise mondiale. Je n'ai pas observé qu'un seul chef d'État et de gouvernement en Europe ait été reconduit lorsque les élections ont eu lieu depuis 4 ans. La seule chose que je puisse dire, c'est que tous ont été balayés avec des scores absolument énormes. Je pense à Gordon Brown, je pense à Zapatero, alors que finalement Nicolas Sarkozy a perdu de très peu. Donc il y avait un rejet lié à la crise, il y avait les erreurs que commet tout gouvernement, quel qu'il soit, et qui fait que ça peut cristalliser. Et puis il y a eu cette campagne extrêmement violente contre la personne de Nicolas Sarkozy, qui a fait in fine la différence avec un Hollande qui a été assez habile en étant assez peu disert sur son projet et extrêmement agressif sur son adversaire. Et ça a plutôt marché dans l'action de rejet qui a été conduite. Voilà. Mais je veux quand même vous donner un chiffre. Nicolas Sarkozy a perdu, donc c'est clair, il faut reconnaître toujours sa défaite, mais il perd que de 900 000 voix en métropole. Donc c'est loin d'être une déroute, contrairement à ce que les sondages annonçaient, puisqu'on nous annonçait 60-40. C'est pour ça que je ne saurais trop recommander qu'on se méfie des sondages. Voilà. Toujours un petit peu aléatoire, les sondages. On passe peut-être à une autre question. Oui, peut-être une question, je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre rapidement. Je voulais un sujet un peu polémique. Que pensez-vous de la gestion des problèmes causés par la sortie du film L'innocence des musulmans en France, et bien sûr sur la réaction aux caricatures sur Charlie Hebdo de Monsieur Hérault et écoutez, je vais vous dire, mon point de vue est le suivant. La situation est extraordinairement tendue dans les pays du Proche et Moyen-Orient, parce qu'on le voit bien, un certain nombre d'influences venues aussi bien d'ailleurs de chez les sunnites que maintenant de chez les chiites, conduit à des violences extrêmes d'intégristes, fondamentalistes, qui instrumentalisent la religion musulmane à des fins politiques, vous l'avez compris. Et c'est tout le problème. C'est tout le problème pour ces pays, et c'est tout le problème pour nos pays, puisque nos pays ont des communautés musulmanes très importantes, qui pour beaucoup d'entre elles d'ailleurs sont totalement intégrées, n'ont aucun problème, et voient leur religion dévoyée. Si moi j'ai mené ce combat pour interdire la burqa en France, c'est parce que la burqa n'était prescrite par aucun livre sacré. C'était des intégristes qui instrumentalisaient la religion à des fins politiques pour provoquer la République. Alors pour moi, l'idée qu'on puisse avoir des femmes qui aient des masques intégraux, c'est insupportable. Enfin, on s'est tellement battu pour la liberté des femmes, pour les droits des femmes. C'est insupportable d'avoir ce genre de déni d'identité. Bon. Alors, ces violences sont nées de quelque chose qui effectivement est absurde, ce film est totalement débile, mais enfin, les violences sont disproportionnées, elles servent de prétexte, on le voit bien, pour des surenchères entre justement tendances différentes de ces intégristes qui s'opposent entre elles. Et ça a donné lieu à des violences sur les boucs émissaires traditionnels, les États-Unis, Israël, l'Occident, etc. Bon. Il faut évidemment condamner ces violences, nous l'avons fait. Ce qui s'est passé dimanche pose deux problèmes. D'abord un problème d'imprévoyance de la part du gouvernement, c'est la raison pour laquelle on a demandé que la lumière soit faite, pour essayer de comprendre comment une manif non annoncée
non autorisée est organisée spontanément par les réseaux sociaux qu'on est censé surveiller en permanence, en quelques heures, à quelques encablures d'Élysée. C'est pas possible de tolérer une chose pareille. Bon, le gouvernement a réagi heureusement très vite. Alors après vient l'histoire des caricatures de Charlie. Moi je vous donne mon point de vue, je suis pour la liberté de la presse, évidemment, les caricatures c'est la tradition républicaine, c'est la démocratie, il n'y a aucun problème avec ça. Je me dis juste, dans le contexte, face à des comportements aussi inacceptables, violents et irrationnels que ceux qu'on voit de l'autre côté de la Méditerranée, c'est pas obligé d'en rajouter. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a des violences sur les écoles françaises, sur les gosses qui sont les enfants français, des ressortissants français qui sont dans ces pays? On aura l'air malin. Alors oui, on se sera battu pour la liberté de la presse, formidable, mais la liberté de la presse à Paris, dans le centre-ville. Pendant ce temps-là, on peut avoir des drames dans tel ou tel pays, du Proche ou du Moyen-Orient. Voilà le problème. Donc je veux dire, je peux m'amuser à faire dans la démagogie, dire mais c'est absolument inacceptable, vive la liberté, on doit pouvoir dire oui, c'est vrai, je suis pour la liberté et la démocratie. En même temps, je me dis, est-ce que c'était vraiment obligé que Charlie Hebdo fasse ça, là, tout de suite, en ce moment? Bon, je sais pas, c'est pas obligé, voilà, c'est ce que je peux dire. Je suis désolé, c'est pas de la langue de bois, il faudrait que je vous fasse du correct en vous disant, oui, vraiment, mais je le pense pas, parce que c'est pas bien. On va prendre encore une question. Allez, une question. Allez-y, je sais pas. Vous. Allez. Monsieur Le président. Hein. Vas-y. Et puis j'ai vu une demoiselle aux dernières. On n'a pas eu beaucoup de demoiselles. Je suis désolé. Allez-y. Et après, malheureusement, je suis désolé, c'est quand que je vous abandonne, hélas. Oui. Ah, encore une, allez. Allez. Allez-y. Bonsoir Jean-François Copé. J'ai beaucoup apprécié votre participation à cette conférence. Je ne voulais pas vous poser une question sur l'actualité, mais plutôt sur le passé. Le Parti communiste avait mis 3 ans, grosso modo, à critiquer l'action du Parti socialiste en 81, pendant la victoire de François Mitterrand. Je voulais vous parler du fait que Jean-Luc Mélenchon critique déjà aujourd'hui, au bout de 3 mois, à 3 ans, l'action du gouvernement. Pour vous, qu'est-ce que ça implique? Vous parlez du fait que c'est particulièrement important de construire dans les premiers mois de son mandat ce qui va porter finalement le quinquennat dans sa globalité. Est-ce que vous pensez que ça va retarder les choses et que ça va du coup rendre impossible certaines réformes, voire les délier complètement? Je pense que Mélenchon, en réalité, a une influence dans la société de gauche, dans l'électorat de gauche, mais pas dans les institutions. Puisqu'aujourd'hui, le Parti socialiste a la majorité absolue, à l'Assemblée comme au Sénat, et donc n'a absolument pas besoin ni du Front de gauche, ni même des Verts. Simplement, pour des raisons électorales, il est dans une stratégie de majorité plurielle, et donc fait un certain nombre de concessions à l'aile gauche. Moi, ce qui me gêne dans tout ça, c'est le grand écart. Voilà. Moi, j'ai moins d'écart entre les gens de la droite populaire à l'UMP et les centristes qu'il y a d'écart entre les socialistes modérés type Valls, qui sont en fait des gens de droite, totalement à droite, et Montebourg qui dit des sornettes sur la mondialisation, exploitant ainsi, et je suis désolé, exploitant ainsi un filon classique de démagogie de populisme, et puis bien entendu Mélenchon qui en est l'artisan. Vous savez, quand vous avez un Mélenchon qui fait la campagne présidentielle en disant « lorsque vous voyez un riche dans la rue », il dit ça devant 20 000 personnes, hein. Quand il y a un riche dans la rue, il faut lui faire les poches. Bon, si ça c'est pas un appel à la haine, parce que vous pouvez remplacer le mot riche par n'importe quoi d'autre, hein. Étranger, juif, homosexuel, n'importe quoi. Vous voyez telle catégorie, vous tapez. Et c'est ça, c'est des propos extrémistes. Et c'est insupportable. Et que personne au Parti Socialiste qui nous donne des leçons de morale toute la journée ait condamné ce genre de propos. L'éloge par M. Mélenchon de Chavez ou de Castro, dans l'indifférence générale. Mais attendez, Marine Le Pen, elle fait le quart de ça, on prend plein la figure. Très bien, parfait, c'est l'extrême droite. Mais pourquoi l'extrême gauche a droit à cette indulgence intellectuelle? C'est insupportable. Donc, pour répondre à votre question, je considère que ça n'aura pas d'incidence sur les réformes, parce que de toute façon, nous avons à la tête de l'État quelqu'un qui ne veut pas faire de réformes. Parce qu'il en a peur. Voilà, c'est tout, c'est un tempérament. Voilà, il nous a dit au mois de janvier, mon ennemi c'est la finance. Oui, un deuxième ennemi, c'est la prise de décision. Voilà, pas de chance. On prend la dernière question. Bonjour Monsieur Copé, ça va être sur un sujet assez polémique. C'est pas grave. Bon, il y a un reportage récent de Canal+, qui a parlé de vos liaisons étroites avec Zayat Takedine, et notamment parlait de son imposition et suggérait
une éventuelle aide de votre part lorsque vous étiez ministre délégué du budget. Tout d'abord, qu'est-ce que vous pensez de ceci? Et est-ce que vous n'avez pas peur que de tels sujets ressortent et que ça freine dans votre ascension à la présidence et aussi à la présidence de la France? Je vais vous répondre parce que cette affaire est absolument ignoble. Je ne suis pour rien, je n'ai jamais de ma vie, à l'égard de personne, fait jamais la moindre facilité fiscale qui puisse être distincte de la recommandation de l'administration que je commandais à l'époque. C'est des faits avérés. Je suis l'objet sur cette affaire d'une instrumentalisation assez sordide, que j'ai d'ailleurs démenti de manière systématique. Pour le reste, moi je suis quelqu'un qui n'est jamais de ma vie, qui est toujours plutôt dans ma vie assumé mes amitiés. Et c'est une amitié qui n'a absolument jamais eu d'autre caractère que personnel. Jamais. À aucun moment. D'ailleurs, on essaie de me raccrocher à une histoire que je n'ai jamais vécue. Jamais. Donc, c'est une instrumentalisation par des gens qui doivent y avoir sans doute un intérêt, que je nie de manière systématique, que je continuerai de nier systématiquement et de démontrer systématiquement. Voilà. Donc, je vous le dis, moi, c'est bien que vous me le dites, me posez la question, je vous réponds. C'est typiquement le genre de choses sur lesquelles vous êtes délibérément sali parce que vous êtes un homme public, sans preuve, avec uniquement des rumeurs, et puis on s'en délecte. Voilà. Et vous avez des chaînes de télévision, et parfois des grandes chaînes de télévision, qui s'en font les complices, en imaginant que c'est ainsi qu'ils contribuent à la démocratie, alors qu'en fait, en le faisant, ils piétinent l'honneur des hommes. Donc c'est comme ça, c'est l'occasion pour moi, à chaque fois que je suis interrogé, de répondre en disant ce que je viens de vous dire. Tout ça est totalement faux. Voilà. Jamais je n'ai fait pour personne, hein. Personne, jamais. Voilà. Merci beaucoup. Au nom de l'équipe Polémix et de tous les étudiants de l'UM Strasbourg, on vous remercie d'être venus nous voir aujourd'hui pour cette première conférence de la saison. On vous remercie aussi, à vous aussi, d'être venus aussi nombreux. Voilà, une dernière fois, merci beaucoup, Monsieur Copé, de nous avoir rendu visite à Luxembourg. C'est moi qui vous remercie. Il y a une dernière chose, je vous souhaite bonne chance pour vos parcours, parce qu'être étudiant c'est à la fois fantastique et assez stressant quand même. Hein. Je sais. Je veux juste vous dire une chose, si vous me le permettez. Je voudrais juste vous dire une dernière chose, vraiment, et puis après malheureusement vous abandonnez. Tout votre parcours, vous le devez à vos talents respectifs, et au niveau où vous êtes c'est déjà très brillant, vous le devez à vos parents, et vous le devez aussi à la France. Voilà. On a la chance d'être dans un pays fantastique pour ça, en termes de formation, de protection, d'accompagnement. Essayez, si vous pouvez, premièrement, de ne jamais dire du mal de la France, et deuxièmement, tout en ayant un regard critique, bien sûr, hein, et deuxièmement, pour ceux d'entre vous qui, et je vous le souhaite, c'est une très bonne chose, ferez une partie de votre vie professionnelle à l'étranger, n'oubliez jamais de revenir. Voilà. Et d'apporter à la France ce que vous aurez appris de l'étranger. Parce que c'est aussi ça qui fait la grande pays.